Quand on regarde toute l'œuvre de Palma, on se rend compte qu'en effet, c'est un cinéaste politique dès ses premiers films, bien avant celui-là, mais non pas un cinéaste politique qui vient vous faire une leçon je dirais d'idéologie, c'est-à-dire soit de droite, soit de gauche, aucune importance, comme beaucoup de films de propagande le font. J'entends ici un cinéma politique dans le sens où il réfléchit véritablement à la vérité du rapport au réel dans une société. Et en particulier ici, à partir évidemment du traumatisme que les Américains conservent, peut-être moins maintenant, mais en tout cas en 81 conservé très fortement, qui était l'assassinat de Kennedy. Et il est évident que c'est la référence est extrêmement précise. On peut résumer le film de ce point de vue, enfin sur le personnage de Jack, sur le petit Américain sans grande qualité ni intellectuelle ni commerciale, etc. Enfin, c'est vraiment au petit niveau de professionnels qui rêvent d'avoir pu, au moins qui rêverait d'avoir été celui qui aurait sauvé ou en tout cas aurait découvert l'assassinat de Kennedy et donc découvert le complot. Évidemment, là, De Palma travaille sur ce besoin de complot que l'on a dès qu'il y a de ce genre d'affaires politiques qui se passent dans le monde. On l'a eu avec, entre autres, les gens qui ont voulu voir le complot sur le 11 septembre pour rester en Amérique, ou d'autres complots comme ça, le besoin de voir du complot. Donc ici, De Palma se sert de cette espèce de besoin, et en imaginant un jeune homme je répète, un peu pauvre, un peu simple, qui se rêve être le grand héros américain qui découvre la vérité d'un complot, etc. Alors, il y a tout ce système-là qui fait que pour le spectateur, et en particulier pour ceux qui voient le film pour la première fois, le film normalement doit complètement les troubler. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va, etc. Le film n'hésite absolument pas, et au contraire, se sert des invraisemblances les plus totales. Par exemple, toute la scène de la fin dans le défilé est absolument impensable d'un point de vue de réalisme. Donc on est hors réalisme. Mais en même temps, c'est une sorte de compréhension de ce qu'est le cinéma par rapport à la réalité, puisque le cinéma est censé filmer la vie. Ça, je le répète, j'ai déjà dit, je pense, mais je le répète, c'est-à-dire que le cinéma est quand même le premier art dans l'histoire de l'humanité à avoir la possibilité de montrer la vie telle qu'elle est. Avant, on représentait la vie en peinture, en musique, en littérature, etc., mais on ne la voyait pas. Alors que là, la vie que l'on voit sur l'écran vit. Je vais même loin dans ce sens-là, le cinéma va loin dans ce sens-là, puisque le cinéma conserve la vie. Quand vous voyez par exemple des films avec, mettons, je prends Jean Gabin ou des gens comme ça, ben, vous voyez des morts. C'est-à-dire que l'écran qui est là, c'est comme une sorte de drap sur lequel se promènent des fantômes. Et vous voyez des fantômes qui vivent, mais qui vivent comme nous vivons. C'est-à-dire que quand on les voit sur l'écran, ils sont vivants. Alors, ce rapport à la représentation de la vie dans à la fois le côté direct de la vie et en même temps le côté
autre, qui ne vit plus, mais qui continue à vivre, permet justement cette espèce de possible, enfin, permet de rendre possible une sorte de distance qui montre le réel et en même temps montre ce qu'il y a d'irréel dans le réel. Et ça, c'est extrêmement passionnant dans le travail de la fiction au cinéma. C'est d'autant plus passionnant, et ça, le film le montre bien, que vous ne pouvez pas faire cela si vous n'êtes pas en même temps extrêmement soucieux en tant que travailleur du cinéma, c'est-à-dire donc en tant que technicien, si vous n'êtes pas extrêmement soucieux de la réalité de la technique. D'où l'importance dans le film, à la fois de faire une fiction délirante et en même temps un reportage documentaire d'une extraordinaire exactitude sur le travail du son et d'un ingénieur du son et son apport à un film et à une fiction. Et de ce point de vue, le film, justement, est une sorte de réflexion sur comment, à partir d'une technique très précise et très réelle, on peut, en filmant du réel, dénaturer, déréaliser ce que l'on voit et ce que l'on filme. Et évidemment, quand je parle de côté politique de Palma, c'est la monstration dans tout son cinéma, dans celui-là entre autres, la monstration à quel point, et de plus en plus, le cinéma, par une technologie de plus en plus poussée, déréalise finalement ce qu'il montre. Nous sommes dans des images qui ne sont plus le rendu exact du réel, mais qui sont des images du réel et de plus en plus des images de l'image de l'image. On est dans un jeu, entre autres vous voyez très bien dans la publicité par exemple, comment la publicité ne vous produit que des images qui ne sont pas des images réelles, mais bien des idées d'image. Et des idées d'image, donc des idées de réel. Alors, c'est le côté passionnant de ce film, qui d'ailleurs n'est pas le premier, puisque très volontairement, ne serait-ce que dans le titre, il reprend le film d'Antonioni, Blow Up. Mais Blow Up, c'est fait sur la caméra. Donc l'image, le visuel. Blow Out, donc dehors, c'est fait sur le son qui est en effet dehors. Donc c'est une réflexion par deux cinéastes qui vraiment explorent leur art, comment fonctionne en effet la technique de l'image pour Antonioni, la technique du son pour De Palma. Comment en même temps, justement, l'image, la recherche d'Antonioni, c'est plus on arrive de plus en plus près de l'image, plus en fin de compte on perd l'image. Et à la fin, on ne voit plus l'image. Et c'est la même chose, plus on est exact sur le son, plus à la fin, le son permet, et c'est ce que j'essaie de dire, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est quand même de Palma, lorsqu'on voit la chouette, finalement c'est arrivé à cette idée que le son voit, enfin le son voit, c'est ça, et c'est ça, le son voit et l'œil écoute. Et c'est très intéressant quand on comprend comment fonctionne en définitive le cinéma. Et cette idée terrible que plus on est proche du réel dans sa représentation par le cinéma, plus en fin de compte on s'éloigne du réel et on peut perdre le réel. D'où le danger justement du travail des technologies qui sont celles de la prise
directe du réel. Comment, après, par exemple, comment l'information aux actualités, enfin dans le journalisme télévisuel, comment ces informations sont en fait très déformantes. Elles ne vous donnent pas réellement à voir le réel. Elles vous donnent à voir l'idée ou l'image d'un réel qu'on veut que vous voyez. Alors ça, c'est de ce point de vue-là que le film est évidemment un film politique. Et je crois que ce que j'ai voulu montrer dans ce travail d'analyse du film, c'est la complexité, mais en même temps la richesse de ce film de Palma, qui, je le répète, pour une première vision, peut complètement sembler presque absurde, quoi. Tellement c'est faux. Et heureusement, évidemment, ça repose quand même sur une réalité psychiatrique qui est la paranoïa. Donc c'est un film sur la paranoïa, par ailleurs, et est un film tout à fait remarquable dans ce domaine. Bon, voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse un peu m'interroger ou intervenir, discuter, peut-être ne pas être d'accord. Enfin, je vous écoute. Oui, je vous en prie. Attendez, on va... Parce que dans ce film, il y a beaucoup d'histoires politiques des États-Unis. Il y a Watergate, il y a l'assassinat de Kennedy. Il y a la naissance même de l'Amérique. Ouais. Il y a Philadelphie, la cloche de la liberté, etc. C'est-à-dire la naissance parce que Philadelphie, c'est aussi pas la Constitution, c'est le droit, c'est la Constitution américaine, mais c'est aussi les déclarations de droits les déclarations des droits du citoyen aussi. Donc la liberté. Bon, par exemple, je prends un exemple, si on prend l'historique, là, on a dans la vitrine, à la fin, lorsqu'il heurte la vitrine, il y a la représentation de cette anecdote historique de ce citoyen américain honnête qui est pendu parce que, bon, je ne sais plus qui est ce personnage, mais enfin, une espèce de héros pour l'Amérique. Et c'est pas pour rien que les deux crimes que l'on voit, ou en tout cas les deux morts que l'on voit, sont des morts par pendaison l'une et l'autre. C'est-à-dire que l'idée... On proclame la liberté et l'image de la liberté par cette espèce de célébration de la cloche de la Philadelphie qui est à la naissance même, qui annonce la naissance même des États-Unis. En même temps, cette image de liberté est en fin de compte fausse, puisque on est dans l'étranglement et dans le... Bon, alors, il y a cette idée-là. Bien sûr qu'il y a, de la part de Palma, réminiscence, ou plus exactement ce qui... le poids du meurtre, enfin de l'assassinat de Kennedy. Bien sûr qu'il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses de l'histoire américaine qui est très présente. En même temps... vous avez juste ce travail de Palma qui est, je répète, vrai pour tous ces films, qui est le travail sur le double. Comment travailler le double? Alors, le double, c'est une obligation de la dramaturgie. Vous ne pouvez pas faire une dramaturgie, c'est-à-dire un conflit, si vous n'avez pas deux personnes. Si vous prenez Corneille, le Cid, à moi compte deux mots, on est deux. Le seul inconvénient, c'est qu'à la fin du duel, il ne reste plus qu'un. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait un deuxième qui arrive ou un troisième qui arrive. Vous ne pouvez pas faire de dramaturgie classique si vous n'avez pas deux ou trois. Le 1, vous ne pouvez pas faire une dramaturgie, un conflit tout seul. Si vous faites un conflit tout seul, c'est que vous dédoublez. Donc il y a forcément la notion de double. Sinon... je me suis disputé moi-même. Ben, si vous vous disputez vous-même, vous vous disputez avec vous-même. Donc, vous êtes là et vous êtes deux. Donc, cette idée du double est fondamentale dans toute la dramaturgie classique, depuis les Grecs, etc. Bon, par exemple,
l'un des rôles capitaux de la dramaturgie classique, c'était le sosie. Molière s'en est servi, beaucoup d'autres s'en sont servis. Le sosie, c'est le jeu du double. Ce qui est intéressant chez De Palma, c'est que c'est l'arrivée aujourd'hui, donc la modernité de ce travail sur le double. Il ne s'agit plus du tout de faire le double qui fait avancer l'action, qui permet de passer d'une chose à une autre chose, à une autre chose, qui est un produit de la marche même de l'action. Aujourd'hui, dans la modernité, c'est que le double ne fait pas avancer l'action. Le double, c'est soi-même, et on se heurte à soi-même, et ça ne sert à rien. D'où, par exemple, si vous prenez le film, l'action, c'est purement l'imaginaire du personnage principal, qui se dédouble justement de multiples personnages. Mais il n'y a pas d'action qui fait monter et progresser les choses. C'est une espèce de travail où le double est une fracturation de tous les éléments de l'action, c'est-à-dire que ça ne vous permet pas d'avancer, ça vous permet au contraire de vous détruire, de vous scinder de multiples façons. Et quand vous regardez bien le film, c'est vraiment fait là-dessus. C'est-à-dire qu'un double. Ensuite, bon, le premier double, c'est l'arrivée dans le film comme je vous le montre, et ensuite la scène de la douche de Psycho, puisque bon, De Palma aime citer des films de grands cinéastes précédents, et en particulier Hitchcock, et en particulier la scène de la douche. Donc là, vous avez la référence de la scène de la douche, mais comme vous avez pu l'apercevoir, totalement sous-traité d'une façon absolument minable. Bon, très volontairement minable. Donc là, c'est un double, et on est dans le double minable. Et à ce moment-là, tout le film est fait là-dessus. Quand vous voyez les deux doubles de Jacques, c'est-à-dire le photographe et le tueur, ils sont l'un et l'autre minables, etc. Enfin, amusez-vous à voir le film comme ça. Alors, je trouve très culotté de la part d'un cinéaste de vous faire un film qui, à la fin, se termine par le grandiose avec ce feu d'artifice, qui est un moment magnifique par ailleurs, mais en même temps sur des gens minables, et de terminer le film. C'est pour ça que le film a eu du succès, mais parce que il accroche, mais la fin du film, on est vraiment avec le personnage de Jacques qui est minable, avec un film minable, avec un son. Bon, le seul son, en effet, le seul cri, enfin un cri de vérité, parce qu'on a tué quelqu'un, donc, et que ce cri est réel parce qu'il a été celui d'un meurtre. Sinon, tout le reste est minable. C'est un film, je ne dis pas qu'il est pessimiste, mais il est conscient que tout n'est pas aussi merveilleux que Hollywood a bien voulu le dire pendant très longtemps. C'est le sens du film. C'est évident que ce sont des films que l'on peut faire que déjà quand un art a une histoire. Au début, l'art est tellement heureux de se découvrir qu'il est plein d'optimisme. Et puis, bon, on arrive à déjà un certain âge de cet art, plus l'évolution d'une société qui elle-même est en train de peu à peu je ne dirais pas de se désespérer, mais de s'apercevoir qu'elle n'est pas aussi merveilleuse qu'elle prétend l'être. Et donc on a justement cette espèce de recul que des grands cinéastes d'aujourd'hui, dont De Palma, rendent compte. Et c'est le sujet profond de leur film. Où en sommes-nous dans non seulement notre regard, puisque la caméra c'est aussi d'abord un regard, donc il y a un regard avec oreille, puisque quand le cinéma est parlant, depuis que le cinéma est parlant, il y a et l'oreille et l'œil, mais où en sommes-nous de ce regard et de cette écoute du monde par rapport à un monde qui lui-même se déréalise de plus en plus. Et c'est ça c'est ce qui rend le film absolument passionnant et très original, et qui évidemment, au bout de 30 ans aujourd'hui, parce qu'il a quand même 30 ans, ça va vite,
prend tout son sens. Il n'avait pas... c'est vraiment un film qui, au moment de sa sortie, à la fois a produit un choc, et bien les gens n'ont pas su très bien, enfin beaucoup de critiques n'ont pas su très bien comment aborder le film. Parce qu'en effet, c'est un film assez complexe. C'est pas du tout un film facile, alors qu'apparemment l'histoire est facile. Enfin, quoique. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, enfin moi je pense aussi qu'il y avait surtout De Palma et Hollywood, je pense qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Bah, non seulement ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais aujourd'hui ils ne sont même plus du tout dans le même monde. Dans la même onde. Et donc là, je pense que De Palma a voulu montrer à Hollywood que le cinéma, c'est comme ça qu'on fait du cinéma. C'est comme ça qu'on fait du cinéma. Que je pense que De Palma a pris un peu une vengeance par rapport à Hollywood, parce qu'il s'était fait descendre avec Phantom of the Paradise. Il s'était fait descendre par toute cette clique-là hollywoodienne. Et donc là, je pense qu'il refait un peu une manière de faire, de dire, voilà, moi je fais du cinéma et c'est comme ça que je fais du cinéma. Et je pense qu'à Hollywood, je veux dire qu'il n'a pas apprécié ce film parce que justement, il montre un peu comment on faisait du cinéma dans les années 80. Non, non. C'est-à-dire que ce que le système hollywoodien... Bon, à l'époque, il a accepté. Aujourd'hui, pour dire aujourd'hui, depuis 5 ans ou 6 ans, De Palma ne peut plus tourner à Hollywood. Ces films sont produits par les Français, sont tournés, par exemple, le dernier a été tourné en Allemagne, l'avant-dernier a été tourné en France. Il ne peut plus, comme Coppola, d'ailleurs, les deux plus grands de cette époque-là, ne peuvent plus, au fond, travailler à Hollywood. Mais en même temps, pour revenir à ce que vous dites, c'est que c'est vrai que dans ce film, il démonte l'exagération même par excès du système, du système hollywoodien, où en effet, bon, c'est évident que toute la séquence de la fête de la cloche, enfin de l'indépendance de Philadelphie, et c'est du pur cinéma d'effets, et même d'effets grossiers, enfin d'effets grossiers, mais dont le succès vient de la capacité à produire de la technique tellement parfaite que ça fait absorber et avaler les invraisemblances absolues, quoi. Et ça, toute la fin du film est une démonstration terrible. Et en même temps aussi une sublimation. Si vous reprenez, je dirais, la conception du film sur le personnage de Jack, c'est évident que c'est un personnage qui voudrait être aussi le grand cinéaste d'Hollywood. Donc il se fabrique une fin de film digne de l'Hollywood tel qu'il le pense, et tel qu'en effet Hollywood se donne à voir aux esprits un peu simples et un peu faibles. Encore aujourd'hui d'ailleurs, dans les blockbusters. On voit bien que Hollywood, c'est l'exagération totale, et en même temps, plus les effets sont violents, sont forts, ces effets-là écrasent tout rapport à la réalité, donc à ce moment-là, peut broyer les véritables réflexions pour ne montrer que ce qui fait plaisir à voir, c'est tout. De ce point de vue-là, oui, bien sûr qu'il y a la critique. Mais elle est très présente chez De Palma. Même les films, bien avant qu'il soit... lorsqu'il commence son cinéma dans les années 70, même 68, déjà, il y avait cette conscience-là. Quand on voit, par exemple, des films comme Emom, qui est de 68, c'est très intéressant, et là, le côté politique est quand même plus flagrant.
on peut lire le discours politique, ou du moins la critique politique. Alors qu'ici, il faut y réfléchir. Je dis y réfléchir dans le sens de la réflexion, non pas celle du cerveau qui compte, mais celle même technique de l'optique. Vous avez une réflexion du monde. Et dans ce sens-là, cette réflexion, évidemment, dédouble le monde. Donc, on est vraiment à l'intérieur même du système, des systèmes de la technologie, donc de la machine. On est dans la machine. C'est pas pour rien que, par exemple, le début du film, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus médiocre dans un certain cinéma. Et deuxième séquence, c'est le travail, on fait le mixage. Et là, et troisième, et je trouve, puisque j'ai pris les 4 premières séquences, la séquence de l'enregistrement du son dans la nature est une séquence fabuleuse. Vraiment, une pure merveille. Et il se permet de faire en sorte que le spectateur le plus ignare comprenne à peu près la technique. Pas tout à fait, parce qu'il faut... C'est tellement précis qu'on n'est pas obligé de tout comprendre de ce qui se passe. Enfin, c'est évident que quand on a le micro comme ça, je trouve très très beau cette idée d'avoir fait de ce micro allongé comme ça, qui est comme une baguette de chef d'orchestre, mais qui en même temps se dirige vers le public. Et c'est le public, ça c'est très Hitchcockien, il le reprend à Hitchcock, c'est le public qui fabrique le film sans vouloir savoir qu'il est en train de se donner du plaisir pour lui-même, de façon extrêmement voyeuriste. La critique du voyeurisme est quand même, de ce point de vue-là, très, très, très présente et très violente dans le film. Pour ça aussi que le voyeuriste, c'est forcément l'autre, le double. On se voit dans le double. Ou plus exactement, on oblige le double à voir celui qui le voit. C'est passionnant. Et ça donne évidemment souvent cette dramaturgie d'aujourd'hui qui n'est plus celle de Racine, de Corneille, de Shakespeare, etc., ou même de Tchekhov. On a quitté une dramaturgie qui était celle du théâtre ou de la littérature pour passer à cette dramaturgie-là où on est dans la prise, enfin dans le questionnement de qu'est-ce que c'est que le réel que je prends techniquement, c'est-à-dire par l'image et par le son. Qu'est-ce que c'est que ce réel? Et qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce qu'il devient? Etc. Ça, oui. Et le réel aussi, lorsque le son et l'image se doublent. C'est ça. représente le son. Oui, absolument. Et après, lorsqu'on a l'association, on est conforté, ah ben oui, c'est bien une grenouille, enfin, c'est bien un crapaud, c'est bien une chouette, c'est bien... Donc il montre bien l'association qui se fait entre l'image et le son. Je trouve que le moment le plus étonnant pour le spectateur, c'est-à-dire la démonstration de ce travail, du rapport image et son, c'est au moment où, là aussi c'est fou, il a eu des images, des photos, et donc il fait les 24 images par seconde avec les photos, c'est pas vrai, il n'aurait jamais eu ça. Et il obtient le film qui déroule. Bon. Mais ce qui est admirable, c'est en effet comment placer très précisément le son à tel moment de l'image, c'est-à-dire c'est tantôt l'image qui montre où doit être le son, et c'est tantôt le son qui montre où doit être l'image. Oui. Et d'ailleurs, cette association, elle est reprise à la fin lorsque il met donc un micro sur la fille. Sur la fille. Et en fait, tant qu'il imagine l'image, mais il n'a que le son. Donc il essaye de savoir où elle est, de comprendre où elle est.
Et en fait, comme il ne la voit pas, on comprend qu'il se fait son film. Absolument. Et bien en plus, il y a aussi une autre chose dans la réflexion. C'est que quand il raconte comment il a tué un espion, parce qu'il n'a pas tout simplement pensé que cet homme, dans la situation, allait transpirer et que la transpiration allait... et qu'à ce moment-là, ça va le tuer. Bon. Et à la fin du film, enfin, il embrasse avec une pudeur la fille. Je t'aime, mais je t'envoie. Parce que ce qui m'intéresse, c'est mon imaginaire à moi. C'est-à-dire, je veux réussir. Et je te mets un micro et je t'envoie à la mort toi aussi. Il ne sait pas, mais il le sait. Mais en même temps, c'est ce qu'il fait. Et alors, c'est pas n'importe quelle mort pendant tout le film. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est par strangulation, et comme par hasard, c'est de là que sort le son. Absolument. Du corps. Donc en fait, il coupe la parole. Tout le temps. Tout le temps, oui. Alors par contre, je ne sais pas si les autres spectateurs ont eu la même impression que moi. On comprend bien qu'il n'y a pas franchement d'enquête et que ça aboutira pas de toute façon. Bon, peu importe. Mais malgré tout, moi, le tueur, j'ai un doute. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant de l'avoir ou pas, le doute. Bon, on ne sait pas s'il y a complot ou pas, finalement, parce que tout ça, ça n'aboutit pas. C'est la donne première du film, l'hypothèse. C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. Mais le tueur, on peut imaginer ou pas, qu'il est commandité... Voilà, c'est la première fois que je vois le film. Hein, c'est la première fois. Oui. Oui, bah donc raison de plus. Oui. Et alors, pour après passer la parole à d'autres, ce que je trouve aussi très intéressant à la fin du film, justement, qui est grandiose, c'est qu'on a l'impression d'être dans Mission Impossible, le super-héros qui arrive. C'est ça. Voilà, mais il a fait une Mission Impossible. Oui, il a fait une mission, le premier, je crois. Oui. Comment ? Il a fait le premier, je crois. Oui. Enfin, le premier film. Oui, il a fait une Mission Impossible, le premier, et il a fait aussi Mission pour Mars aussi. Ah oui, Mission. Bon, il a fait aussi... mais justement, il travaille toujours sur de l'imaginaire, mais toujours en prise sur le réel. Mais avec une sorte de dérive du réel pour passer à l'imaginaire, ou plus exactement, comment l'imaginaire, ou le besoin... soyons plus précis, que le besoin que nous avons tous à faire que l'imaginaire s'empare du réel pour l'accaparer, en fait. Pour se l'approprier, absolument. Et puis ces passages romantiques aussi. Comment ? Cette fin romantique, c'est vrai que c'est surprenant. On a l'impression qu'il y a plusieurs films dans le film, quoi. C'est-à-dire plusieurs manières de raconter dans un film. Absolument, absolument. Et avec en plus une technique précise qui est que la caméra devient de plus en plus indépendante du récit. Bon, par exemple, le moment que je pris d'ailleurs, le moment où la caméra tourne entièrement dans la pièce, il y a une espèce de folie qui s'empare. Il s'agit de retrouver le réel, mais dans une folie. Et la caméra devient la folie. Il y a tout un sens de l'utilisation de la caméra en tant qu'elle n'est pas là pour simplement enregistrer, elle est là pour mener. C'est-à-dire qu'elle est meneuse du jeu. Et donc, elle aussi, à partir de ce moment-là, dérive de sa fonction qui est celle de reproduire le monde. Elle déforme le monde et elle prend plaisir à s'emparer du monde et à en faire ce qu'elle veut, à en faire un jouet et non pas à en être elle-même le témoin. C'est ça aussi le jeu. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette fin de film. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais toute la fin du film, au moment où, la fin de la mort de la fille, etc., à partir de ce moment-là, ça devient en ralenti. Et donc, vous quittez la vérité même de
du monde, quoi, du réel, pour passer à une autre vitesse purement mentale, quoi. Et ce qui devient, avec une contradiction totale, c'est-à-dire qu'ils veulent aller très vite, ils courent très vite, et en même temps, c'est ralenti. Donc oui, attendez. Merci. Oui, moi je le vois aussi pour la première fois, et pour rebondir un peu sur ce que vient de soulever Madame, je me demande si un spectateur pas très distancié par rapport à la chose cinématographique peut pas prendre le film plus ou moins au premier degré. Ah, bien sûr. Et effectivement, j'ai envie de dire, c'est tellement bien ficelé, l'énigme complotiste de base au premier degré est tellement bien ficelée en elle-même, un peu comme par exemple le Funny Games de Haneke, où c'est tellement bien ficelé son film d'horreur que la distance est perceptible avec un peu de recul, mais ça peut aussi presque passer pour un film de genre bien réussi. Ouais, mais ça se donne comme ça. Ça se donne au premier... Enfin, ça se donne au premier degré. Mais le côté archi-passionnant du film, c'est le deuxième et troisième degré. C'est-à-dire que comment en effet, démultiplier la vision, ou les visions, ou non, disons la vision du film, et ça devient très passionnant. Mais il n'empêche que le premier degré est parfaitement travaillé et se donne d'abord à voir pour le spectateur lambda. Après, on peut évidemment aller un peu plus loin, quoi. Parce excusez-moi, effectivement, le tueur a un appel téléphonique dans la cabine téléphonique où on le voit a priori très clairement répondre à son commanditaire, et les choses sont assez étayées de ce point de vue-là. Rationnellement, on n'est pas autant dans le flou que dans Blow Up. Oui, c'est ça. Non. C'est-à-dire que vous avez le travail de démultiplication ou de dédoublement. Et donc vous avez le tueur qui est une des possibilités du complot. Et donc, lui maintenant a pris sa place et il déroule la version complot. Donc il est là en tant que tel. Mais ce n'est pas pour rien que De Palma le met dans une cabine téléphonique, comme on voit, comme je l'ai montré à un moment, le personnage de Jacques en effet dédoublé dans une cabine téléphonique, et ensuite on voit le personnage du tueur dans une cabine téléphonique, etc. Parce que il faut passer à l'autre version. Vous avez une première version, et puis un dédoublement, une autre version possible, la version photographe par exemple, ou la version tueur. La version photographe, elle est vue d'une rare vulgarité. C'est vraiment le petit loser qui va chercher 3 sous, est prêt à tout pour gagner 3 sous, même si c'est 6 000 $, aucune importance, mais prêt à tout. Enfin, la façon, là aussi, par exemple, de faire uriner ce personnage du photographe devant la fille, enfin, et à la fin, qu'il veuille se faire amour avec elle, il y a volonté que le spectateur, quand même, éprouve une idée de certaine répugnance. Bon, c'est fait pour. Et en revanche, le personnage du tueur, c'est quand même un personnage bizarre. Là aussi, on ne le situe pas bien, mais on sent que c'est un personnage un peu sadique, un personnage qui, en même temps, est très à l'aise dans le meurtre, et qu'il fabrique très bien son système. Moi, je trouve magnifique, par exemple, le moment, là on ne le connaît pas encore, on n'a pas encore vu, au moment où il lance le pneu pour arriver au pneu crevé, avec le doigt qui traverse le pneu. Bon, et là encore, vous pouvez vous amuser à y voir des allusions sexuelles. C'est pas innocent. Il faut que le pneu soit crevé pour que, etc. Vous amusez-vous aussi à voir le film sous cet aspect-là, ce qui le rend aussi intriguant et captivant pour le
pour le spectateur lambda, qui ne comprend pas et qui quand même comprend. Et il ne comprend pas peut-être intellectuellement, mais sensoriellement, il comprend très bien. Et c'est pas pour rien aussi que le film joue à fond et commence par la sexualité la plus bête. Vraiment de filles qui se trémoussent dans une chambre, la vertueuse à côté qui vient les engueuler, ensuite le couple qui fait l'amour juste à côté, enfin bon, une espèce d'ouverture de film de tout premier degré, c'est-à-dire celui d'une pornographie de bas étage. Et non pas de bas étage, lamentable, quoi. Une pornographie minable, c'est plutôt dans ce sens-là. Et le caractère sexuel est très présent dans le film, évidemment masqué comme il convient, mais très très présent. Et à la fin, quand vous voyez la course dans le carnaval, enfin dans la fête, bon, c'est une course un peu folle, quoi. On est dans plus en délire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est l'histoire du marin est quand même très précise. Le double quand même de Jacques, c'est quand même l'éjaculateur précoce. C'est un personnage qui a une impuissance, mais qui a un désir, mais ce désir s'épuise immédiatement, quoi. Il ne peut pas le mener à bout. Et à la fin, il y aura le triomphe de l'amour sublimé dans un feu d'artifice magnifique, mais immédiatement après, le plan minable, une tristesse totale, en plein hiver, de lui tout seul, et à la fin, encore plus minable, avec le cri qui lui reste, et il n'aura rien eu. Sur, là encore, le côté hollywoodien du film d'amour, c'est assez méchant. Comme histoire d'amour, elle est un peu triste. Bon, bah, je suis quand même content. Dire, je ne vais pas poser la question. Quels sont ceux qui voyaient le film, qui avaient vu le film pour la première fois? Ah, parce qu'il y avait beaucoup de monde, en fin de compte. Bon, bah, c'est bien, alors. Ben, voilà, moi, je pense que, ceci étant dit, si vous voulez revoir le film, vous pouvez, il y a les DVD qui existent et qui permettent de revoir le film, ça fait du bien. Un film comme ça se revoit. Une première vision, c'est très bien, mais une deuxième vision, c'est encore mieux. Il y a de quoi voir. Ça, au moins, de quoi voir et entendre. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup.